Bonjour et bienvenue pour ce cours sur la 4ème République. C'est un des chapitres du programme commun de terminale et accessoirement au programme du concours commun des IEP. Alors on va traiter ce cours en 3 parties. D'abord on va montrer que la 4ème République est un régime parlementaire caractérisé par une très forte instabilité politique. On verra ensuite que malgré cette instabilité, il y a eu une continuité de l'État qui a pu être assurée. Et enfin on verra quelles politiques ont été menées pendant la période de la 4ème République. Ce qu'il faut comprendre tout d'abord, c'est qu'au lendemain de la libération, le gouvernement de la France est exercé par le GPRF, le gouvernement provisoire de la République française, avec à sa tête le général de Gaulle. Ce gouvernement a pour objectif de reconstruire un État légitime après la parenthèse du régime de Vichy. La Troisième République est rejetée majoritairement au suffrage universel, et les électeurs acceptent que l'Assemblée élue soit constituante, c'est-à-dire qu'elle soit en charge de rédiger une constitution. Le premier projet de constitution est rejeté et de nouvelles élections constituantes sont organisées en juin 1946. Ces élections conduisent à la domination de 3 partis principaux, le MRP, le parti dirigé par le général de Gaulle, la SFIO, le parti socialiste, et le PC, le parti communiste. On parle donc de tripartisme. Et le 13 octobre 1946, une nouvelle constitution est proposée, puis acceptée, un peu à l'usure des votes. Le général de Gaulle avait déjà dénoncé les projets constitutionnels dans plusieurs de ses discours. Il jugeait les propositions trop parlementaires, c'est-à-dire qu'elles donnaient un pouvoir trop grand à l'Assemblée. Et de Gaulle déclara au sujet de la constitution de la 4ème République adoptée, un tiers des Français s'y étaient résignés, un tiers l'avait repoussée, un tiers l'avait ignorée. Alors comment fonctionne la 4ème République ? Les institutions de la 4ème République sont conçues en réponse à la dérive dictatoriale de Vichy. Elles vont accorder de nombreux pouvoirs à l'Assemblée nationale. L'Assemblée est élue pour 5 ans au suffrage universel à la proportionnelle. Cela signifie que le nombre de sièges à l'Assemblée reflète le nombre de voix obtenues par chaque parti. Le système est parlementaire et bicamériste, c'est-à-dire avec 2 chambres, une Assemblée d'un côté et un Conseil de la République de l'autre. Cependant, le Conseil de la République n'a qu'un rôle consultatif et son opposition impose simplement à l'Assemblée nationale un second vote. L'Assemblée nationale a le contrôle de l'ordre du jour, siège en permanence et dispose de l'initiative de loi. Elle participe également à l'élection du président de la République avec le Conseil de la République. Le président de la République va nommer le président du Conseil qui est à la tête du gouvernement. Cependant, celui-ci doit être investi par l'Assemblée nationale à la majorité absolue, c'est-à-dire approuvé par un vote de confiance. Et à partir de 1947, les membres du gouvernement doivent être investis à la fois par l'Assemblée et le Conseil de la République. Cela signifie que le choix du président du Conseil et de son gouvernement doit nécessairement refléter la majorité politique. Les 2 présidents successifs de la 4ème République, Vincent Auriol entre 1947 et 1954 et René Coty entre 54 et 58, que vous connaissez peut-être si vous avez vu OSS 117, sont restés en retrait des décisions politiques. À partir de 1954, l'investiture ne se fait plus à la majorité absolue mais relative, mais cela ne facilite pas pour autant le processus d'investiture. Alors pourquoi le choix du gouvernement est si difficile sous la 4ème République ? En fait, comme le pouvoir est principalement concentré dans les mains de l'Assemblée et que le scrutin est proportionnel, cela signifie qu'il y a une multitude de partis qui vont siéger. On décompte 14 groupes parlementaires à l'Assemblée en 1958. Mécaniquement, il faut qu'il y ait des coalitions pour gouverner, ce qui rend très instable le choix du président du Conseil et de son gouvernement. De plus, le Parlement contrôle le gouvernement et peut le renverser, alors qu'il est très difficile pour le gouvernement de dissoudre l'Assemblée nationale. Il y a un déséquilibre important entre le pouvoir exécutif et législatif dans ce système. C'est pourquoi en 12 ans d'existence, la 4ème République voit passer 25 gouvernements, dont le plus long dure 18 mois. Alors, malgré cette instabilité politique, la continuité de l'État a quand même pu être assurée. En fait, à la sortie de la guerre, l'État va reprendre le contrôle de ses fonctions régaliennes, que ce soit la justice et le maintien de l'ordre, la défense nationale, l'impôt, les politiques sanitaires, etc., etc. L'État va s'appuyer sur une administration centralisée, où sous l'autorité du président du Conseil, chaque ministère va disposer de directions et de services composant l'administration centrale. Il faut ajouter à cela une administration territoriale, que ce soit des services déconcentrés des ministères, d'administration locale ou les collectivités territoriales. Et ces dernières vont être contrôlées par les préfets qui peuvent invalider leurs décisions. Alors cette centralisation extrême aurait pu bloquer le fonctionnement du pays compte tenu de l'instabilité politique. Si à chaque fois vous avez des changements de gouvernement, comment est-ce que vous pourriez assurer des politiques viables sur le long terme ? En réalité, le personnel politique est resté relativement stable. Sur les 227 ministres de la 4ème République, 66 ont appartenu à plus de 3 gouvernements. Robert Schuman a été ministre des Affaires étrangères 9 fois et François Mitterrand a été ministre dans 10 gouvernements successifs. Aussi, la présence d'experts et de hauts fonctionnaires,
souvent issu de l'ENA, a contribué à garantir la continuité de l'action publique en dépit des changements de majorité parlementaire. En particulier, à partir de 1945, on cherche à moderniser la fonction publique et l'action publique et améliorer la formation des hauts fonctionnaires, qui a conduit à la création de l'ENA en 1945. L'ENA vise à former des technocrates, c'est-à-dire des serviteurs et des techniciens de l'État qui ont pour but d'effectuer des tâches complexes au sein de l'administration. La 4ème République réorganise également le reste de la fonction publique en créant un statut général unifié en octobre 1946 qui va fixer les droits et les devoirs des fonctionnaires qui la plupart du temps sont recrutés sur concours avec un grade spécifique. Donc derrière cette instabilité politique se cache en fait une relative stabilité qui permet de mettre en place des politiques viables. Alors maintenant examinons les politiques mises en œuvre pendant la 4ème République. Tout d'abord, dès la Libération, le programme du CNR, le Conseil national de la résistance, veut mettre en place un État keynésien intervenant économiquement et socialement. L'État va devenir le premier entrepreneur et investisseur du pays, en nationalisant des grandes entreprises comme Renault ou Air France, ou en créant EDF ou GDF dans le secteur de l'énergie. L'économie est planifiée, mais elle est seulement à un titre indicatif. La large part de l'économie reste aux mains des entreprises privées. Cette reprise de la production se fait dans un cadre international. Il y a une ouverture de l'espace économique français avec un renforcement de la coopération européenne. Il y a la création de la CECA en 1951, mais surtout la signature du traité de Rome en 1957 qui marque véritablement le début de l'intégration européenne. Il y a aussi la réception de l'aide américaine à travers le plan Marshall à partir de 1947. Enfin, il y a une reprise de la politique culturelle du Front populaire, décentralisation théâtrale, création de bibliothèques de prêt départementales ou création d'un centre national de la cinématographie, connu sous le nom du CNC. Du point de vue social, il y a sur cette période une véritable construction d'un État-providence. Conformément au programme élaboré par le CNR, la sécurité sociale est créée le 22 mai 1946. Elle est financée et gérée par les employeurs et les salariés et couvre les principaux risques auxquels sont confrontés les Français: maladie, vieillesse, chômage. Il y a aussi un encouragement à la natalité à travers les allocations familiales. En assurant la redistribution des revenus, l'État-providence permet l'augmentation du niveau de vie et soutient la croissance économique. La reconstruction des villes, par ailleurs, permet également de multiplier les HLM, les habitations à loyer modéré, créées en 1947. La Constitution va définir des droits sociaux intangibles, comme le droit du travail, le droit syndical, le droit de grève ou le droit d'accès à l'instruction et à la culture. La vocation sociale du nouveau régime républicain est soulignée dans le préambule de la Constitution de la 4ème. La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Alors pour conclure, on réduit souvent la 4ème République à une valse de ministères et à des rivalités entre les partis. Cependant, elle a quand même permis à l'État d'accomplir une œuvre considérable grâce à la stabilité de l'administration et a pu permettre la reconstruction et la modernisation du pays. Néanmoins, la forte instabilité institutionnelle, la perte de l'Indochine et l'incapacité à gérer la crise algérienne en 1958 a conduit à son échec, alors même que c'est la 4ème République qui avait jeté les bases de la décolonisation avec l'indépendance du Maroc et de la Tunisie par exemple. Le régime n'aura jamais été populaire, sans doute peut-être en raison de son incapacité à proposer une réelle incarnation de l'État. Voilà, j'espère que ce cours vous aura été utile pour vos examens en histoire ou le concours commun des IEP. Si vous passez le concours commun, n'hésitez pas à consulter notre formation pour préparer le concours en urgence et à consulter tous les autres contenus gratuits que nous proposons en histoire et en questions contemporaines sur notre site et sur YouTube.